13h, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver comme chaque jour sur Al 24 News dans l'actualité de ce samedi 25 décembre. Affaire de la société russe Wagner, le gouvernement malien dément tout déploiement de paramilitaires sur son sol. Nouvelle journée de protestation au Soudan contre le régime en place. Les Soudanais dans les rues aujourd'hui pour réclamer un gouvernement civil. Et ce nouveau drame en Méditerranée, en mer Égée. Au moins 27 migrants sont morts ce vendredi dans le naufrage de 2 bateaux selon les gardes-côtes grecs. Et nous allons nous intéresser au Royaume-Uni. En plus de la crise sanitaire, le Royaume a désormais un autre souci à se faire, celui du manque de travailleurs. Le gouvernement décide donc d'assouplir ses règles d'immigration. Le gouvernement malien a réagi hier soir aux menaces et allégations d'une quinzaine de pays occidentaux sur le déploiement de paramilitaires russes de la société privée Wagner. Bamako dément cette information et demande à être jugé sur des actes plutôt que sur des rumeurs. Les détails avec Amin Tota. Un démenti formel du gouvernement malien suite à des présumées informations sur la présence du groupe paramilitaire russe Wagner sur le territoire malien. Bamako estime que ces allégations étaient sans fondement et exige que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes. Sur le même registre, les autorités maliennes ont rappelé que l'État malien n'est engagé que dans un partenariat d'État à État avec la Fédération de Russie, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationale. Le communiqué gouvernemental souligne que Bamako exige d'être jugé sur ses actes et non sur la base de rumeurs et tient à rappeler que l'État malien s'engage à un partenariat entre 2 pays avec la Fédération de Russie. Ces développements surviennent dans un contexte particulier au Mali et dans la région marquée par la décision de la France de retirer ses troupes dans le cadre de la réorganisation de ses forces déployées dans la région du Sahel au titre de l'opération Barkhane. La force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram a annoncé que 6 militaires nigériens et nigérians ont été tués et au moins 22 éléments de Boko Haram ont été neutralisés lors d'une opération conjointe menée par les forces armées nigériennes et nigérianes dans le bassin du lac Tchad. Nouvelle journée de protestation au Soudan contre le régime en place. Les Soudanais dans les rues aujourd'hui pour réclamer un gouvernement civil. Le pays peine à se remettre des tensions politiques liées notamment au dernier coup de force de l'armée ciblant le gouvernement en place depuis 3 ans. Souhila Akilal. Les Soudanais appelaient massivement à battre le pavé aujourd'hui à Khartoum, la capitale, en direction du palais présidentiel, pour revendiquer un régime civil à l'appel des comités de résistance soudanais. Le Soudan peine à se remettre des tensions politiques liées notamment au dernier coup de force de l'armée, ciblant le gouvernement en place depuis 3 ans. Les événements se sont accélérés depuis le 25 octobre dernier avec l'arrestation par l'armée du Premier ministre Abdallah Hamdouk, l'annonce de l'état d'urgence et la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté par le président du Conseil de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. Des manifestations s'opposant à ces mesures ont depuis eu lieu pour tenter de remettre la transition démocratique sur les rails. Le 21 novembre dernier, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre Abdallah Hamdouk avaient signé un accord politique qui prévoit le retour de ce dernier à ses fonctions, la formation d'un gouvernement de compétences et la libération des détenus politiques. Les 2 parties se sont engagées à travailler ensemble pour achever la transition démocratique. Si les pays et les organisations régionales et internationales dans les Nations Unies avaient salué cet accord, il a tout de même été rejeté par les forces politiques et civiles soudanaises.
Soudan, toujours, le comité des médecins soudanais, un comité non gouvernemental, a annoncé que le bilan des victimes des manifestations dans le pays depuis le 25 octobre s'est alourdi à 48 morts après le décès d'un manifestant des suites de ses blessures par une balle à la tête au soir du vendredi. Le report du rendez-vous électoral en Libye continue à faire couler beaucoup d'encre. Censé atténuer les tensions, ce report ne fait qu'exacerber les craintes et multiplie les inquiétudes de la communauté internationale. 5 pays occidentaux appellent à fixer rapidement une nouvelle date de la présidentielle. Leïla Guertan. Nous appelons les autorités libyennes compétentes à respecter les aspirations du peuple libyen à la tenue rapide d'élections, en fixant rapidement une date pour le scrutin et en publiant la liste définitive des candidats à la présidence. C'est la déclaration commune publiée via le net des 5 pays occidentaux pour sommer les autorités libyennes à trouver une solution de sortie de crise. Il s'agit d'une déclaration commune de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les 5 pays ont averti contre toute tentative de recourir à la violence pour résoudre les différends, soulignant leur détermination à tenir pour responsables ceux qui, je cite, sapent le processus politique électoral en recourant à la violence, avant de saluer bien sûr les préparatifs de la Commission électorale nationale et d'exprimer par la même occasion leur ferme soutien aux efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Cet appel intervient suite au travail entamé mercredi par le Parlement qui a formé un comité de 10 membres chargé de préparer une proposition de feuille de route après la décision de la Haute Commission électorale du pays de reporter le scrutin présidentiel prévu vendredi à la date du 24 janvier 2022. Pour Stephanie Williams, conseillère spéciale des Nations Unies pour la Libye, les défis actuels liés au processus électoral ne doivent pas compromettre la stabilité atteinte au cours des derniers mois. Reste que devant les recommandations des uns et les mises en garde des autres, la situation sur le terrain est loin d'être simple. Et avant même de décider de la nouvelle date des présidentielles, à savoir le maintien ou non du 24 janvier, les difficultés sur le terrain rendent certains observateurs très sceptiques. Car un mois n'est pas suffisant pour que cette date soit approuvée par la Chambre des représentants, que les voies de recours soient épuisées, que la liste définitive des candidats soit publiée et que les campagnes électorales puissent être lancées. Et si ces conditions sont réunies, qui garantit que les troupes de Haftar, le Parlement de Tobrouk ou le gouvernement de Tripoli parviennent à trouver un juste milieu permettant l'émergence par les urnes du futur président de la Libye? Et la commission Vérité, Réconciliation et Réparation ayant enquêté en Gambie sur les crimes commis durant les 22 ans de pouvoir de l'ancien président Yahya Jammeh a recommandé vendredi dans un rapport des poursuites judiciaires devant un tribunal international contre le dirigeant et plusieurs éventuels complices. La commission souhaite un procès dans un pays d'Afrique de l'Ouest autre que la Gambie, sous l'égide de la CEDEAO ou de l'Union africaine, pour notamment meurtre, détention arbitraire et disparition. Et c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le conflit qui oppose le gouvernement fédéral éthiopien aux Tigréens, laissant présager une solution de paix pacifique telle que préconisée par l'Union africaine et la communauté internationale. En plus du retrait des rebelles dans leur région, le ministre d'État Redouane Hassan annonce la tenue d'un dialogue national inclusif. Par ailleurs, les forces d'État ont aussi annoncé ne pas pénétrer davantage dans la région du Tigré. Tininan Makassi. C'est des prémices de paix qui se dessinent en Éthiopie, qui depuis un an fait face à un conflit armé opposant le gouvernement fédéral aux rebelles tigréens. Le porte-parole du gouvernement, Lages Toulou, a annoncé que les forces fédérales ne pénétreront pas davantage dans la région du nord du Tigré. C'est par un communiqué de presse largement repris par la presse locale que le porte-parole du gouvernement s'est exprimé, affirmant, je cite, « Les forces de l'armée ont reçu l'ordre de maintenir les zones reprises au front de libération du peuple du Tigré sans pénétrer plus davantage dans la région », ajoutant, en ce moment, le désir et la capacité de l'ennemi à faire la guerre sont gravement anéantis.
Selon de nombreux observateurs, cette décision de l'armée fédérale éthiopienne signifie la fin de la phase de l'opération militaire gouvernementale. Par ailleurs, les rebelles du Tigré ont annoncé au courant de la semaine un repli stratégique prétextant ouvrir la voie aux aides alimentaires. De son côté, Radouane Hassan, ministre de l'État éthiopien, a annoncé que le gouvernement d'Ahmed Abiy se prépare à lancer une commission de dialogue national. Une initiative qui se veut être un espace inclusif pour toutes les parties du conflit. À cet effet, le ministre de la Communication argumente en affirmant que cela n'est nullement une préparation pour des négociations avec les rebelles tigréens. En attendant la mise en place d'un environnement juridique favorable à ce dialogue qui pourra aboutir à un référendum, les observateurs internationaux y voient déjà une volonté de sortie de crise pacifique. Et selon les autorités saoudiennes, 2 personnes, dont un saoudien et un yéménite, ont été tuées hier vendredi lors d'une attaque imputée aux Houthis à Jazan, une région saoudienne à la frontière du Yémen. Et selon des sources médicales yéménites, 3 personnes ont péri et 6 autres ont été blessées lors de frappes aériennes de la coalition au nord-ouest de la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis. 3 civils, dont un enfant et une femme, ont été tués et 6 autres blessés dans la ville d'Ajama. Dans un contexte de tension permanente, l'Iran a procédé hier à plusieurs tirs de missiles balistiques lors de manœuvres militaires. Ces opérations sont, selon le chef d'état-major iranien, des réponses aux menaces incessantes de la part de l'entité sioniste envers Téhéran. Commentaire Safwan Ben Sabri. L'Iran a tiré vendredi plusieurs missiles balistiques pointant une même cible depuis différents endroits dans le sud du pays, et ce durant le dernier jour de manœuvres organisées par les gardiens de la Révolution. Durant 5 jours, les différentes unités des gardiens de la Révolution ont participé à des exercices dans 3 provinces du sud du pays. En début de semaine, l'armée iranienne a aussi lancé des missiles de croisière dans le cadre d'un vaste exercice militaire. Ces opérations sont une réponse directe aux agissements hostiles de l'entité sioniste envers l'Iran qui perdurent depuis maintenant plusieurs années. Ces exercices ont été conçus pour répondre aux menaces proférées ces derniers jours par le régime sioniste, a affirmé à la télévision d'État le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, en référence à l'entité sioniste. Pour rappel, le ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz avait quant à lui déclaré avoir demandé à l'armée sioniste de se préparer opérationnellement face à l'Iran. Les tensions semblent de plus en plus vives. L'Iran étant sur le pied de guerre, les responsables de l'entité sioniste estiment que Téhéran comporte une menace permanente capable de menacer leurs intérêts dans la région. L'entité sioniste, à travers son ministre de la Défense, fait preuve de prudence accrue face aux menaces iraniennes, couplé à un développement du nucléaire iranien qui ne cesse de préoccuper l'entité sioniste. Santé en raison de la flambée épidémique en Europe et dans le monde. Les fêtes de Noël n'ont pas été de tout repos pour tout le monde. Plusieurs voyageurs ont vu leur vol annulé ce week-end. C'était le cas de 6800 vols. Les compagnies aériennes commerciales du monde entier ont annulé plus de 4500 vols pendant le week-end de Noël. Plus de 2200 vols annulés jeudi, 2400 annulés hier, s'ajoutant déjà 1779 avions cloués au sol ce samedi et 402 qui vont être le reste de demain, selon un site spécialisé dans le suivi des vols. Près de 10 000 autres vols ont été retardés, à l'image de United Airlines et Delta Airlines, qui invoquent plutôt le manque de personnel pour faire voler leurs avions. Et cette hausse record des contaminations en Italie, le ministère italien de la Santé a annoncé avoir enregistré vendredi la 2e hausse consécutive des contaminations quotidiennes par le Covid-19, atteignant 50 599 infections contre près de 45 000 enregistrées la veille. Toujours selon les données du ministère, le nombre de nouvelles victimes liées au virus a diminué, passant de 158 décès enregistrés jeudi à 141 morts déplorés vendredi.
Et face à la propagation fulgurante du variant Omicron aux États-Unis, l'État de New York redoute une pénurie de personnel dans les services publics essentiels. Pour cette raison, à partir de lundi 27 décembre, les travailleurs essentiels complètement vaccinés pourront retourner travailler 5 jours seulement après avoir été testés positifs au Covid-19 sous certaines conditions. Bonne nouvelle pour les voyageurs en provenance de 8 pays africains, dont l'Afrique du Sud. Les États-Unis viennent d'annoncer la levée des restrictions au voyage à partir du 31 décembre, un mois donc après la fermeture des frontières à toute personne venant d'Afrique australe. Un nouveau drame en mer Égée. Au moins 27 migrants sont morts ce vendredi dans le naufrage de 2 bateaux selon les gardes-côtes grecs qui ont récupéré 16 corps, dont 12 hommes, 3 femmes et un enfant, et réussi à secourir 63 personnes alors que leur bateau qui transportait 80 personnes a fait naufrage près de l'île de Paros. Plus tôt dans la journée, 11 corps avaient été récupérés après le naufrage d'un bateau avec une centaine de migrants à bord, échoué jeudi sur un îlot au nord de la Crète. Que se passe-t-il vraiment au Royaume-Uni? Confronté à une grave crise sanitaire, le Royaume a désormais un autre souci à se faire, celui du manque de travailleurs depuis le Brexit. Le Royaume-Uni décide donc d'assouplir ses règles d'immigration. Il allonge la liste des métiers qui ouvrent droit à un visa, même si un manque flagrant de main-d'œuvre touche le secteur de l'agriculture. L'urgence est au renforcement des équipes de soins, aides-soignants et auxiliaires de vie compris. Mohamed Amin Aberkan. Causée par le Brexit et aggravée par la crise sanitaire, la pénurie de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir au Royaume-Uni. Pour pallier à ce manque de travailleurs, tous secteurs confondus, il a été décidé l'octroi de 30 à 40 000 visas d'une durée de 6 mois maximum. Des visas d'entrée sur le territoire axés majoritairement aux saisonniers venus de l'étranger. Objectif de cet assouplissement, répondre au manque de main-d'œuvre dans le maraîchage et l'horticulture. Londres a déjà proposé plus de 10 000 visas de 3 mois dans l'industrie de la volaille et du transport routier, moins d'1 an après l'entrée en vigueur du Brexit. Des secteurs très divers sont touchés. Le manque de chauffeurs routiers, par exemple, a perturbé l'approvisionnement des stations-service, mais aussi celui des supermarchés. Le manque de volaille a poussé à la fermeture des restaurants spécialisés. Mais c'est dans le secteur des soins à la personne que le changement est le plus important et le plus durable. Et c'est là que le gouvernement Boris Johnson veut trouver une alternative. Pandémie oblige. Pour les aides-soignants et personnels de maisons de retraite ou auxiliaires de vie à domicile, les visas alloués peuvent aller jusqu'à 5 ans de validité. Fait marquant, c'est que les travailleurs pourront venir avec leur famille et s'acheminer vers un premier pas vers une installation durable, selon le ministre britannique de la Santé. Le bureau de l'immigration avait recommandé que ces métiers soient ajoutés à la liste des secteurs en tension, c'est-à-dire en manque de personnes. En attendant un dénouement heureux, le gouvernement du Royaume-Uni espère recruter des milliers de travailleurs, des mesures qui entreront en vigueur en début d'année prochaine. À la veille du 30e anniversaire de sa démission, l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev s'en est pris au triomphalisme de Washington. La crise russo-occidentale actuelle trouve son origine dans l'arrogance américaine après la chute de l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev, 90 ans, a expliqué, je cite, « Ça leur est monté à la tête, l'arrogance, l'autosatisfaction. Ils se sont proclamés vainqueurs dans la guerre froide alors qu'on avait ensemble sauvé le monde de la confrontation. Comment peut-on espérer des relations d'équité avec les États-Unis, avec l'Occident dans cette situation ?» Fin de citation. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé vendredi avoir convoqué le chargé d'affaires ukrainien après le jet d'un cocktail Molotov à l'entrée du consulat russe dans la ville ukrainienne de Lviv. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, le ministère a adressé une protestation ferme au chargé d'affaires et a exigé que l'Ukraine assure la sécurité de la mission diplomatique russe conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Russie toujours, un tribunal russe a condamné ce vendredi la compagnie américaine Google à une amende de plus de 98 millions de dollars pour ce qu'il a qualifié d'irrégularité administrative. C'est le tribunal de district Tagansky, dans la capitale Moscou, qui a déclaré qu'il avait infligé à la compagnie une amende administrative de 7,2 milliards de roubles, soit 98,4 millions de dollars. Une autre condamnation a visé Meta, maison mère de Facebook, 23 millions d'euros pour n'avoir pas supprimé des contenus interdits dans un communiqué sur son compte Telegram. Le service de presse des tribunaux de Moscou a précisé que les géants californiens avaient été reconnus coupables de récidive. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a salué les déclarations du président russe Vladimir Poutine, rejetant toute insulte au prophète Mohammed sous le prétexte de liberté d'expression. Je salue les propos du président russe Vladimir Poutine qui confirme mon message, soulignant qu'insulter le prophète Mohammed n'est en aucune façon synonyme de liberté d'expression, a déclaré Khan vendredi sur son compte Twitter. Au Cambodge, On Manet vient d'être officiellement nommé par le Parti du peuple cambodgien comme le prochain candidat au poste de Premier ministre, un poste détenu par son père, On Sen. La volonté de ce dernier de voir son fils aîné lui succéder en tant que Premier ministre est un secret de polichinelle, régulièrement commenté depuis plus de 10 ans. Commandant en chef adjoint des forces armées cambodgiennes, On Manet a intégré le comité central du Parti du peuple cambodgien en 2018. Cuba est frappé de plein fouet par l'inflation. Selon le ministère cubain de l'économie, la hausse des prix à la consommation atteindra 70% en 2021. Plusieurs facteurs expliquent cette inflation, le plus important étant la réforme d'unification monétaire de l'île, entrée en vigueur en janvier, ce qui a eu pour conséquence une forte dévaluation du peso local. Autre raison invoquée, le renforcement de l'embargo américain sous l'ère Trump, qui complique le commerce avec les autres pays. La pandémie a aussi terrassé l'industrie touristique, le moteur économique du pays. Et retour en Algérie pour parler économie. Après 12 jours d'exposition, la 29e foire de la production algérienne prend fin aujourd'hui. Intervenant dans un contexte de pandémie particulier, cette édition a été marquée par une participation notable des visiteurs et des records de vente des produits exposés. Mohamed Wali Ben Chapen. La 29e édition de la foire de la production algérienne ferme ses portes aujourd'hui au grand public. Malgré une situation pandémique particulière, une affluence remarquable a été enregistrée au cours de cet événement. Il y a eu une participation massive, que ce soit au niveau des entreprises ou bien même des visiteurs, malgré la pandémie. Parce qu'au début, on croyait qu'il n'y avait pas assez de visiteurs à cause de la pandémie, mais au contraire, il y a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup ceux qui ont été intéressés par nos produits. D'ailleurs, nous sommes une entreprise dans la chimie industrielle. On produit tout ce qui est plastique et caoutchouc, verre, papier, détergent. L'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat est un phénomène mondial, ayant secoué même les grandes puissances économiques. Malgré que la conjoncture actuelle, néanmoins, les entreprises ont essayé un petit peu de maintenir le cap et produire des produits qui sont consommables. Les exposants ont profité pour proposer des produits à des prix compétitifs et promotionnels afin de commercialiser leur production. On a fait le maximum possible afin de garder des prix raisonnables pour pouvoir vraiment commercialiser le produit et que même s'il y a cette augmentation, le grand public arrive toujours à acheter ces produits. Des visiteurs satisfaits des exposants à la hauteur des attentes des citoyens qui ont choisi le produit national pour une qualité-prix qui rime avec les capacités de budget de tous les ménages. Fin de ce 13h, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Madame Zian Zitouni. Prochaine édition langue française, 19h, présentée par Fatma Mehni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.